Si je vous disais que chaque litre d'essence contient des traces de vie qui existaient sur Terre il y a des millions d'années, et que sans elles, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Chaque année, l'humanité brûle l'énergie née de plantes préhistoriques, de plancton et de créatures disparues bien avant l'apparition de l'homme. Pourtant, presque personne ne sait comment ce mélange noir et boueux, extrait à des kilomètres de profondeur, se transforme en liquide transparent, capable de faire tourner des milliards de moteurs. À l'intérieur des raffineries se déroulent des processus qui ressemblent à un chaos maîtrisé. Des températures infernales, des pressions qui déchirent le métal et des molécules qu'on brise puis réassemble. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez quelle étape de la fabrication de l'essence détermine réellement si votre voiture démarrera ou non. Tout commence avec le pétrole brut, extrait du sous-sol à des profondeurs pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Ce pétrole n'est pas une substance homogène, mais un mélange complexe de milliers d'hydrocarbures différents, formés durant des millions d'années à partir de restes d'organismes anciens. Imaginez, les dinosaures, les plantes préhistoriques et le plancton se sont transformés sous l'effet de la pression et de la température, en ce qui fait aujourd'hui tourner notre civilisation moderne. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'extrait, le pétrole présente des aspects différents selon le gisement. Il peut être presque noir et épais comme de la mélasse, ou bien plus clair et fluide. Il contient un mélange de molécules de taille variée, depuis de minuscules gaz jusqu'à d'énormes composants lourds. Et la mission d'une raffinerie, c'est justement de séparer tout ce mélange en produits utiles, dont l'essence fait partie. La première et la plus importante étape s'appelle la distillation fractionnée. Le pétrole est pompé dans une immense tour verticale qui peut atteindre la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cette tour s'appelle colonne de rectification et elle fonctionne selon un principe simple. Différentes substances bouillent à différentes températures. D'abord, le pétrole est chauffé à environ 400 degrés Celsius dans un four spécialisé. À cette température, la plupart des composants du pétrole se transforment en vapeur. Ce mélange de vapeur brûlante est introduit dans la partie inférieure de la colonne de rectification. À l'intérieur de la tour sont installés des dizaines de plateaux horizontaux à différentes hauteurs. Et c'est là que commence la véritable magie de la séparation. Lorsque la vapeur chaude s'élève dans la colonne, elle se refroidit progressivement. À chaque niveau, la température est légèrement plus basse que celle du précédent. Les molécules lourdes, dont les points d'ébullition sont élevés, se condensent les premières, en bas de la colonne, là où il fait encore très chaud. Les molécules plus légères continuent de monter jusqu'à atteindre le niveau correspondant à leur température de condensation. Elles s'y transforment alors en liquide et sont recueillies sur les plateaux appropriés. Les gaz les plus légers, comme le propane et le butane, traversent toute la tour et sortent par le sommet à des températures voisines de 30 degrés. Un peu plus bas, entre 65 et 200 degrés, on récupère la fraction essence. Ce sont ces molécules qui nous intéressent. Plus bas encore, à des températures inférieures, on obtient le kérosène et le gazole. Et tout en bas reste le fioul lourd destiné aux navires, ainsi que la matière première pour l'asphalte. Mais voici le hic. Si l'on se contente de fractionner le pétrole brut, on n'obtient pas beaucoup d'essence, environ 15 ou 20% du volume total. Or, la demande d'essence est colossale, bien supérieure à sa teneur naturelle dans le pétrole. Les raffineurs ont donc imaginé une astuce pour en produire davantage à partir de ce qu'ils ont, un procédé appelé craquage. Le craquage consiste à briser de grosses molécules lourdes en molécules plus petites, adaptées à l'essence. Plusieurs méthodes existent. Le craquage thermique chauffe simplement le pétrole lourd à des températures extrêmes d'environ 500 degrés sous haute pression. Dans ces conditions,
Les longues chaînes d'atomes de carbone se fragmentent littéralement en morceaux plus courts. Une méthode encore plus efficace, le craquage catalytique. On utilise ici des substances spéciales, les catalyseurs, généralement des aluminosilicates, qui accélèrent les réactions chimiques sans avoir à chauffer à des températures aussi folles. On mélange le pétrole lourd avec une poudre chaude de catalyseur à des températures proches de 1000 degrés, et les molécules se scindent bien plus rapidement et efficacement. Après la réaction, le catalyseur est régénéré et réutilisé encore et encore. Il existe également l'hydrocraquage, où l'on ajoute, outre la haute température et le catalyseur, de l'hydrogène sous pression, jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonnes par pouce carré. L'hydrogène aide à nettoyer les molécules en éliminant le soufre et l'azote, qui peuvent être nocifs. Ce procédé donne l'essence la plus pure et de la meilleure qualité. Mais même après toutes ces transformations, l'essence n'est pas encore prête à rejoindre votre réservoir. Il faut améliorer ses propriétés par des procédés appelés reformage et alkylation. Le reformage modifie la structure des molécules d'essence, augmentant son indice d'octane, l'indicateur de la résistance du carburant à la détonation dans le moteur. Une essence à faible indice d'octane peut s'auto-enflammer dans les cylindres du moteur, de manière intempestive, provoquant un cliquetis susceptible d'endommager le bloc moteur. Lors du reformage, les molécules d'essence traversent une série de réacteurs équipés de catalyseurs au platine à une température avoisinant les 500 degrés. Là, les chaînes droites d'atomes se réorganisent en structures ramifiées et en molécules cycliques, qui présentent un indice d'octane plus élevé. Autrefois, on ajoutait du plomb pour augmenter l'octane, mais on a découvert qu'il était toxique et polluait l'environnement, si bien qu'on y a renoncé dès les années 1990. L'alkylation est un procédé qui permet de combiner de petites molécules en molécules plus grandes, parfaitement adaptées à l'essence. On prend des gaz légers issus du craquage, que l'on fait réagir en présence d'acides puissants pour obtenir des molécules de la taille idéale à indice d'octane élevé. C'est un procédé coûteux, mais qui fournit les composants des essences premium. Après toutes ces transformations, différents flux d'essence sont mélangés dans des proportions précises pour obtenir le produit final aux caractéristiques recherchées. On ajoute encore au mélange toute une série d'additifs, des substances qui améliorent diverses propriétés. Les détergents nettoient le moteur des dépôts. Les antioxydants empêchent l'essence de se dégrader pendant le stockage. Les inhibiteurs de corrosion protègent le système d'alimentation de la rouille. On ajoute des colorants pour pouvoir distinguer visuellement les différents types d'essence. Dans de nombreux pays, on ajoute obligatoirement de l'éthanol à l'essence, un alcool fabriqué à partir de maïs ou de canne à sucre. Il représente généralement 10% du volume, parfois davantage. L'éthanol augmente l'indice d'octane et est considéré comme plus écologique, car il provient de sources renouvelables. Bien que l'on débatte encore de ses véritables bénéfices environnementaux, compte tenu de toute l'énergie dépensée pour cultiver la matière première. Il est intéressant de noter qu'à partir d'un baril de pétrole brut de 160 litres, on obtient environ 20 litres d'essence, auxquels s'ajoutent le diesel, le kérosène, les lubrifiants et d'autres produits. Rien ne se perd, même les gaz produits au cours du processus sont brûlés pour chauffer la raffinerie elle-même ou transformés en d'autres substances utiles. Une raffinerie moderne, c'est une véritable cité de tuyaux, de tours, de réacteurs et de réservoirs qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. L'ensemble du complexe est piloté par ordinateur, surveillant simultanément des milliers de paramètres: température, pression,
débit des flux, composition des produits. Une erreur de réglage peut coûter des millions de dollars, voire provoquer un accident. Les normes environnementales se durcissent sans cesse. Aussi, les raffineries se modernisent-elles en permanence, installant de nouveaux équipements de traitement des émissions et réduisant leur consommation d'énergie. La production d'essence est devenue bien plus propre qu'il y a 30 ou 40 ans, même si elle reste très énergivore et continue d'avoir un impact sur l'environnement. Tout ce système complexe existe pour une seule raison, vous permettre de vous arrêter à une station-service, d'insérer le pistolet dans votre réservoir et de faire le plein en quelques minutes. Derrière ces quelques minutes se cachent des géologues qui cherchent le pétrole, des ingénieurs qui conçoivent les puits et les raffineries, des chimistes qui développent les catalyseurs et les additifs, des techniciens qui assurent le bon fonctionnement des équipements, des chauffeurs qui livrent le carburant. Une industrie mondiale qui fonctionne 24 heures sur 24 pour que le monde continue d'avancer. Et même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques et d'énergie renouvelable, l'essence restera encore longtemps le carburant principal pour des milliards de véhicules à travers le monde. C'est le fruit d'un siècle de réflexion technique, de recherche chimique et d'innovation technologique. La transformation d'une matière organique millénaire en énergie moderne. Chaque année, l'humanité extrait moins de 200 tonnes de platine, 10 fois moins que d'or. Et pourtant, c'est elle qui fait avancer la civilisation moderne. Elles ne rouillent pas, ne font pas même à une température supérieure à 1768 degrés, et est capable de purifier l'air que nous respirons. Oui, peut-être qu'en ce moment même, à l'intérieur de votre voiture, travaille un minuscule morceau de platine, caché dans le catalyseur. Mais comment ce métal précieux parcourt-il le chemin depuis les mines sombres d'Afrique du Sud jusqu'à l'éclat des bijoux et au moteur du futur? Regarde jusqu'à la fin et tu découvriras ce qui changera ta perception de la valeur des métaux pour toujours. Le platine est un élément chimique de numéro atomique 78, qui appartient au groupe des métaux du platine, comprenant également le palladium, le rhodium, le ruthénium, l'iridium et l'osmium. Il est extrêmement rare. Ses réserves dans la croûte terrestre sont bien inférieures à celles de l'or, ce qui le rend exceptionnellement précieux. Le platine ne s'oxyde pas à l'air même à haute température, ne réagit pas avec la plupart des acides et bases. Cela le rend idéal pour une utilisation dans des environnements agressifs. Le platine a un point de fusion de 1768 degrés Celsius. Cela signifie qu'il résiste à des conditions extrêmes. Le platine accélère les réactions chimiques tout en restant inchangé. Cette capacité le rend indispensable dans l'industrie. Malgré sa solidité, le platine se travaille assez facilement, ce qui permet de créer les fils les plus fins ou des bijoux complexes. L'un des domaines d'application les plus importants du platine est la fabrication de catalyseurs pour automobiles. Vous ne le soupçonniez peut-être même pas, mais c'est précisément ce métal précieux qui protège chaque jour l'air que nous respirons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsque le moteur de votre voiture tourne, il dégage des gaz nocifs. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés. Ces substances sont les principaux polluants atmosphériques, contribuant à la formation de smog, de pluies acides et de problèmes de santé. Le catalyseur est un dispositif spécial installé dans le système d'échappement de la voiture. Sa partie interne se compose de nids d'abeilles en céramique ou de plaques métalliques recouvertes d'une fine couche de métaux précieux, platine, palladium et rhodium.
Lorsque les gaz d'échappement chaud traversent ces surfaces recouvertes de platine, une réaction chimique étonnante se produit. Les oxydes d'azote se décomposent en azote et oxygène inoffensif, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures se transforment en dioxyde de carbone et eau inoffensif. Sans platine dans les catalyseurs, les émissions de substances nocives des automobiles seraient des dizaines de fois plus élevées. Cette technologie a permis d'améliorer considérablement la qualité de l'air dans les villes du monde entier et constitue un exemple éclatant de la façon dont les matériaux de haute technologie aident à résoudre les problèmes écologiques mondiaux. L'extraction du platine est un processus extrêmement complexe, laborieux et coûteux, nécessitant des investissements importants et l'application de technologies de pointe. C'est l'une des raisons de son coût élevé. Le platine, comme la plupart des métaux précieux, se trouve rarement en forte concentration. Généralement, il est extrait de minerais où il est présent en très faible quantité, souvent seulement quelques grammes par tonne de roche. Le platine se trouve dans des formations géologiques spécifiques, telles que des roches intrusives ultra-basiques et basiques, ou dans des gisements alluviaux. Les géologues effectuent une exploration détaillée, utilisant des méthodes géophysiques, des forages et des analyses chimiques d'échantillons pour déterminer la taille, la profondeur et la concentration du minerai. Cela peut prendre des années. Vous imaginez ? Des années. Pour que vous ne respiriez pas d'oxyde d'azote pendant que vous allez au travail. L'extraction souterraine est la méthode la plus courante pour les gisements primaires de platine, car le minerai se trouve à des profondeurs considérables, c'est-à-dire de centaines de mètres à plusieurs kilomètres. On construit des mines, on creuse des tunnels et des galeries. On utilise des foreuses et des explosifs pour extraire le minerai. Ensuite, le minerai est transporté à la surface à l'aide d'ascenseurs ou de systèmes de convoyeurs. Certains gisements, où le minerai se trouve plus près de la surface, peuvent être exploités à ciel ouvert. Cela implique la création d'immenses carrières où la roche est extraite à l'aide d'excavatrices et de camions. Dans certaines régions, le platine est extrait de dépôts fluviaux ou de couches alluviales anciennes. Cela se fait à l'aide de dragues, d'excavateurs hydrauliques ou de méthodes de séparation par gravité, car le platine est plus lourd que la plupart des autres minéraux. Le minerai extrait arrive à l'usine de traitement, où il est d'abord broyé dans de grands concasseurs. Ensuite, le minerai est transformé en poudre très fine, dans des broyeurs à boulets ou à barres, ce qui est nécessaire pour libérer le platine des grains minéraux. La poudre de minerai broyée est mélangée avec de l'eau et des réactifs chimiques spéciaux qui adhèrent sélectivement aux particules de minéraux de platine. Le mélange est intensément agité, en y faisant passer de l'air. Les réactifs avec les particules de platine adhèrent aux bulles d'air et remontent à la surface, formant une mousse. Cette mousse est collectée et la roche stérile est éliminée. On obtient ainsi un concentré contenant une concentration beaucoup plus élevée de platine et d'autres métaux du platine dont nous avons parlé au début de la vidéo. Le concentré obtenu est ensuite traité. Il est fondu dans des fours spéciaux à haute température pour séparer les métaux des impuretés indésirables. Ensuite, suit un processus de raffinage en plusieurs étapes, purification chimique et électrolytique. Cette étape est la plus complexe, car le platine et les autres métaux du platine sont très similaires dans leurs propriétés chimiques, et leur séparation nécessite un équipement de haute précision et des réactifs spéciaux. Chaque métal du groupe du platine, c'est-à-dire platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium, osmium, est séparé individuellement jusqu'à une haute pureté, soit 99,99% et plus.
Après les étapes complexes de raffinage, lorsque le platine a déjà été séparé de ses parents, les autres métaux du groupe du platine, et a atteint une haute pureté, arrive l'étape finale, mais non moins spectaculaire, lui donner sa forme finale. Cela peut être un lingot brillant, de petites granules ou des formes spéciales, prêtes pour une utilisation ultérieure dans les domaines les plus variés. Le processus de création de lingots de platine exige une haute précision et un contrôle rigoureux. Le platine purifié, qui se présente sous forme de poudre ou de petits morceaux, est placé dans des creusets spéciaux. Généralement fabriqués en matériaux céramiques de haute pureté ou en graphite, qui résistent à des températures extrêmement élevées. Ces creusets sont placés dans des fours sous vide ou à gaz inerte, où le platine fond à une température de près de 2000 degrés. La fusion elle-même est un spectacle captivant. Le métal se transforme en un liquide argenté blanc, intensément brillant, qui rayonne dans l'obscurité du four. Lorsque le platine est complètement fondu, il est soigneusement versé dans des moules préalablement préparés. Ces moules doivent également être extrêmement propres et résistants aux hautes températures. On utilise souvent des moules en graphite qui refroidissent lentement, permettant au métal de cristalliser uniformément. Plus de 80% de l'extraction mondiale de platine revient à l'Afrique du Sud. D'autres producteurs importants sont la Russie, le Zimbabwe, le Canada et les États-Unis. Chaque heure, au cœur des fjords norvégiens, naît 23 tonnes d'un matériau qui change l'avenir de la planète. Une pierre ordinaire se transforme en quelque chose d'incroyable. 1 kilogramme alimente 500 maisons toute une année. Imaginez, 200 000 tonnes par an, c'est 30 tours Eiffel de silicium pur. Mais voici l'énigme. Comment, à partir du quartz ordinaire, jeté dans l'enfer de 2000 degrés Celsius, plus chaud que la lave d'un volcan, naît une technologie de pureté 6,9, où sur 1 million d'atomes, un seul est en trop. Ici se cache un secret dont on ne parle pas. Pourquoi précisément la Norvège est-elle une superpuissance du silicium? Pourquoi le panneau rend-il son énergie en 2 ans, mais fonctionne 30 ans, générant 95% de sa vie en positif? Et surtout, que se passera-t-il quand vous découvrirez le processus secret de transformation de la pierre en soleil fondu? Restez jusqu'à la fin, je révélerai comment l'eau et le feu créent une énergie infinie et pourquoi cela changera tout ce que vous saviez sur les panneaux solaires. Tout commence non pas avec le sable de plage, mais avec son grand frère, le quartz. C'est l'un des minéraux les plus répandus sur Terre, mais pour notre objectif, il ne faut pas n'importe lequel, mais un quartz d'une pureté incroyable. On l'extrait dans des carrières, et ces pierres blanches brillantes sont essentiellement du dioxyde de silicium figé. Avant d'arriver au four, il passe par un casting rigoureux. On le broie, on le lave et on le trie, en éliminant toutes les impuretés. C'est comme tamiser de la farine pour le gâteau le plus délicat, car toute particule étrangère peut devenir un poison pour le futur panneau solaire. Et voici ce quartz parfaitement pur, blanc comme la neige sur les sommets des fjords, prêt à rencontrer le feu. Et maintenant, préparez-vous au véritable enfer. Le quartz pur, avec d'autres matériaux carbonés comme le charbon et les copeaux de bois, est chargé dans un four à arc électrique géant. C'est comme un énorme chaudron, à l'intérieur duquel descendent 3 électrodes massives en graphite. Quand on fournit le courant, un arc électrique jaillit entre elles,
Et la température à l'intérieur monte instantanément à 2000 degrés Celsius absolument infernaux. C'est plus chaud que la lave d'un volcan. À cette température se produit un miracle chimique. Le carbone du charbon et des copeaux arrache littéralement l'oxygène du quartz, libérant du silicium pur liquide. Dans le four bouillonne et tourbillonne une rivière aveuglante, blanc doré, de soleil fondu. Ce processus est incroyablement énergivore, et c'est précisément pourquoi ces usines sont situées ici, en Norvège, où elles s'alimentent d'énergie pure et bon marché provenant d'innombrables centrales hydroélectriques. C'est une symbiose unique de l'eau et du feu. Une fois toutes les quelques heures, dans un grondement et une fontaine d'étincelles, le silicium liquide incandescent est versé dans d'énormes cuves, où il commence à refroidir lentement. Mais ce n'est pas encore le silicium nécessaire pour les panneaux solaires. C'est ce qu'on appelle le silicium métallurgique, avec une pureté d'environ 98%. Il est trop sale. Pour devenir le cœur d'un panneau solaire, sa pureté doit être portée à l'incroyable niveau de Si9. Cela signifie que sur 1 million d'atomes de silicium, il ne peut y avoir qu'un seul atome d'impureté. Comment atteindre une telle pureté cosmique? Le silicium refroidi est broyé et traité avec des acides pour éliminer les impuretés. Ensuite, on le transforme en gaz, le trichlorosilane, qui est ensuite distillé plusieurs fois, comme l'alcool le plus cher, en séparant le gaz parfaitement pur de toutes les molécules étrangères. Et maintenant, de ce gaz parfaitement pur, naît le cristal. Dans des installations de croissance spéciales, ce gaz se dépose sur des tiges de silicium incandescentes et atome par atome, couche par couche, pendant de nombreuses heures, grandit un monocristal géant et parfait de silicium, appelé lingot. C'est une véritable œuvre d'art, absolument homogène, sans aucun défaut dans le réseau cristallin. Ce lingot précieux, ressemblant à un miroir noir, est prêt pour la transformation finale. On l'envoie à la découpe. La scie la plus précise n'est pas un disque, mais le fil d'acier le plus fin, recouvert de poussière de diamant, tendu dans un cadre. Ce fil se déplace d'avant en arrière, et comme un trancheur parfait de fromage, lentement, couche par couche, il coupe le lingot de silicium dur comme la pierre en centaines de plaques ultra fines appelées wafers. Chaque plaque ne fait que 200 microns d'épaisseur. C'est l'épaisseur de 2 cheveux humains. Ce sont précisément ces petits carrés fragiles et brillants qui sont le cœur du futur panneau solaire. Ils iront dans d'autres usines du monde entier où on les traitera, on appliquera des contacts dessus et on les assemblera en panneaux bleus que nous connaissons. Et c'est ici que se cache la vraie magie, exprimée en chiffres. Un seul kilogramme de ce silicium, né ici dans les fjords froids, devenu partie de panneaux solaires, produira au cours de sa vie suffisamment d'électricité propre pour alimenter 500 maisons moyennes pendant toute une année. Réfléchissez-y. Un kilogramme de pierre, transformé par le feu et l'eau, alimente un village entier. Ce n'est pas simplement de la production, c'est un investissement dans l'avenir. C'est la preuve que même dans les coins les plus froids et les plus sombres de la planète, peut naître une technologie qui offre au monde l'énergie propre et infinie du soleil. Et cette tendance est inarrêtable. L'énergie solaire est notre nouvelle réalité. Et son chemin commence précisément ici, dans le cœur rugissant des montagnes norvégiennes. Nous parlions de 200 000 tonnes de silicium par an. Ce chiffre est tellement énorme qu'il est difficile de l'imaginer. Essayons. Le poids des structures métalliques de la Tour Eiffel est de presque 7300 tonnes. Cela signifie qu'en un an, ces usines produisent suffisamment de silicium pour construire presque 30 tours pareilles. Cette quantité énorme représente une part significative de tout le polysilicium de haute pureté produit dans le monde occidental,
faisant de la Norvège une véritable superpuissance du silicium. Pour produire 1 kg de ce matériau, il faut dépenser 60 kWh d'électricité. C'est plus que ce qu'une famille moyenne en Europe utilise en une semaine. Et c'est précisément pour cela que ces usines sont ici, en Norvège. Elles s'alimentent à presque 100% d'énergie propre, provenant d'innombrables centrales hydroélectriques qui utilisent la force des rivières de montagne et des cascades. Cela fait du silicium, produit ici l'un des plus verts au monde. Mais le plus important, c'est le retour sur investissement. Nous disions qu'un kilogramme de silicium peut fournir de l'énergie à 500 maisons pendant 1 an. Mais voici le chiffre encore plus génial. Un panneau solaire fabriqué avec ce silicium rend toute l'énergie dépensée pour sa création en seulement 1 à 2 ans. Et il fonctionnera de 25 à 30 ans. Cela signifie que plus de 95% de sa vie, il travaille en pur positif, générant une énergie absolument propre. C'est l'un des meilleurs investissements énergétiques qui existent. Les Norvégiens ne laisseront personne polluer comme ça leurs fjords. Les normes environnementales pour de telles usines sont parmi les plus strictes de la planète. Les émissions sont soigneusement filtrées, les déchets sont recyclés. Les usines travaillent constamment à réduire leur empreinte carbone. Donc, bien que ce soit une industrie lourde, les habitants locaux savent qu'elle fonctionne avec les technologies les plus propres possibles. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant. Le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnézite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnézite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnézite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici,
dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésites par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels, qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt, et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides.
C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut ? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter ? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses. La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes. Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience. C'est la première étape de la transformation du métal en puissance.
3. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil. Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alésages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre, on utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement, et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur, l'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance. Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe,
Chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée. Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état, on les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elles créent une carte tridimensionnelle de la pièce et la comparent au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequin, culasse, bielle, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques. Vous le tenez entre vos mains tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ce petit granulé, à l'origine des sacs, des bouteilles et même des pièces d'avion, naît du pétrole? Au plus profond de la Terre, un liquide noir se transforme en cristaux de plastique brillants qui façonnent le visage du monde moderne. Mais voici un secret. Qu'est-ce qui est le plus cher aujourd'hui? Un baril de pétrole ou un kilogramme de ces granulés? Et pourquoi même les déchets sont-ils devenus la matière première d'une nouvelle industrie? Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment, à partir des déchets, naît l'avenir. Et vous, savez-vous si votre pays produit des granulés de plastique ou s'il ne fait que les importer? Écrivez-le dans les commentaires. Les principales régions de production restent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, la Chine représentant plus de 30% du marché mondial. Dans le monde, la plupart des granulés sont fabriqués à partir de polyéthylène, de polypropylène et de polystyrène. La grande majorité de la production est axée sur les granulés de matières premières vierges, mais les volumes de granulés secondaires, du plastique recyclé, augmentent, conformément à la tendance du développement durable. Le coût du plastique et des granulés varie en fonction du type de polymère, de la région et des prix mondiaux du pétrole et du gaz. La tendance à la hausse des prix en 2025 est liée à la pénurie de matières premières, aux problèmes logistiques et aux nouvelles normes environnementales. Quel est le rapport avec les prix du pétrole? Demanderez-vous. À votre avis, à partir de quoi sont-ils fabriqués? Oui, le pétrole est la principale matière première pour la production de granulés de plastique. Il est composé d'un mélange d'hydrocarbures, de compositions et de masses moléculaires variées, et constitue une source de composés chimiques importants, tels que l'éthylène, le propylène, le styrène et d'autres monomères qui servent de briques de base pour les polymères.
Le processus commence par le raffinage primaire du pétrole, dans les usines pétrochimiques, où le pétrole brut est soumis à une distillation fractionnée. On obtient ainsi différentes fractions, essence, kérosène, gazole et, ce qui est le plus important pour l'industrie des polymères, des produits pétrochimiques, éthylène, propylène, butylène, benzène et d'autres substances chimiques. L'éthylène et le propylène, obtenus à partir du pétrole, subissent une polymérisation ultérieure dans des réacteurs spéciaux, ce qui permet de créer des chaînes de polymères de différentes longueurs et structures. C'est à partir d'eux que se forment le polyéthylène, le polypropylène et d'autres plastiques, qui sont ensuite transformés en granulés. Les matériaux polymères arrivent à la production sous forme de poudre, de pâte ou de morceaux refondus, ainsi que des déchets de matières premières secondaires. Tous les matériaux sont soigneusement contrôlés pour leur conformité aux normes de pureté, d'humidité et de taille des particules. Pour garantir l'homogénéité, la matière première est généralement séchée au préalable, car une humidité excessive peut réduire la qualité des granulés et entraîner des défauts lors de la transformation. Ensuite, la matière première entre dans l'extrudeuse, la machine principale pour la production de granulés. L'extrudeuse est un long tube avec une vis sans fin à l'intérieur, qui tourne et pousse la matière première vers l'avant. Pendant son déplacement, le polymère est chauffé jusqu'à sa température de fusion, qui, pour différents types de matières plastiques, se situe entre 150 et 300 degrés Celsius. Il est crucial que la température soit strictement contrôlée pour éviter une surchauffe ou une fusion insuffisante. À l'état fondu, le polymère passe à travers une forme spéciale, une filière, qui donne au matériau la forme nécessaire pour les opérations suivantes. Il s'agit généralement de fines tiges ou de fils. Après le formage, une étape très importante de refroidissement a lieu. Les tiges sont enroulées ou passées dans un bain d'eau froide pour stabiliser rapidement les propriétés du matériau, éviter les déformations et conserver la dureté requise. Les tiges finalement refroidies sont acheminées vers une machine de découpe, où des couteaux spéciaux les coupent en granulés uniformes. La taille et la forme des granulés peuvent varier en fonction des exigences de l'application finale, mais en général, les granulés ont la forme de petits morceaux cylindriques ou ovales d'une longueur de 2 à 5 mm. Les granulés obtenus subissent un contrôle qualité, où l'on vérifie leurs propriétés physico-chimiques, leur homogénéité, leur taille et leur pureté. Ce n'est qu'après approbation que les granulés sont emballés dans des sacs ou des trémies, prêts à être expédiés aux usines de fabrication de produits en plastique. La composante écologique devient de plus en plus importante. La production de granulés à partir de matières premières recyclées est soutenue au niveau gouvernemental dans de nombreux pays. Les investissements dans les technologies de recyclage et de réutilisation du plastique augmentent considérablement. Et le marché des biogranulés et des matériaux composites s'élargit. La matière première secondaire pour la production de granulés de plastique est constituée de déchets plastiques recyclés, qui sont réutilisés pour la fabrication de nouveaux matériaux et produits. Elle se présente sous deux formes principales. Les déchets de production, c'est-à-dire les restes de matières premières vierges pures sans impureté, et les déchets ménagers ou industriels, qui ont déjà été utilisés et peuvent contenir des contaminants. Après la collecte des déchets polymères, ils sont triés par type de plastique. Les plus courants pour le recyclage sont les thermoplastiques, c'est-à-dire le polyéthylène, le polypropylène, le polychlorure de vinyle, le polystyrène, le polyéthylène terephthalate. Maintenant, vous comprenez pourquoi il était nécessaire de trier soigneusement les déchets ? Le tri est très important,
pour éviter le mélange de polymères de différents types, ce qui pourrait dégrader la qualité des futurs granulés. L'étape suivante est le broyage, où les déchets plastiques sont coupés en petits morceaux. Ensuite, ils sont soigneusement lavés pour enlever la saleté, la graisse, les étiquettes et autres impuretés. Après cela vient le séchage, qui permet d'éliminer l'humidité excessive et de préparer le matériau pour la fusion. Ensuite, la matière première secondaire subit une agglomération, un processus au cours duquel le broyat est chauffé et mélangé jusqu'à un état plastique, puis refroidi et formé en petites billes, l'agglomérat. Habituellement, l'agglomérat est ensuite granulé, obtenant des granulés qui, par leur aspect et leurs propriétés, sont très proches des granulés vierges et peuvent être utilisés pour la production de nouveaux articles. L'utilisation de granulés issus du pétrole est importante pour les produits complexes et exigeants, où une résistance et une durabilité maximale sont nécessaires. En même temps, la production de matières premières vierges nécessite plus d'énergie et de ressources par rapport à la matière secondaire, ce qui encourage le développement des technologies de recyclage. Quant aux granulés secondaires, ils sont utilisés pour fabriquer les mêmes types de produits que la matière première vierge. Films, sacs, conteneurs, matériaux de construction, pièces industrielles et bien d'autres. Le développement du marché des matières premières secondaires est stimulé par les efforts de politique environnementale, le renforcement des normes de recyclage et le progrès technologique. En même temps, il existe des défis. La qualité des granulés secondaires dépend de la pureté et du tri, et tous les types de plastique ne se prêtent pas bien au recyclage. Cela nécessite une normalisation, de nouvelles solutions technologiques et un travail de sensibilisation auprès de la population. En 2025, au niveau mondial, des recherches actives et des investissements se poursuivent dans le développement des technologies de recyclage du plastique, y compris le développement de nouveaux matériaux et de méthodes chimiques qui pourraient améliorer radicalement la situation environnementale.